Ce soir à l'émission, l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides a 50 ans. On va travailler avec les organismes locaux, avec les municipalités, avec les parcs régionaux. On vous parle de l'INCA, un organisme à la défense des droits des personnes ayant des limitations visuelles. Un grand objectif de notre Hub mobile, c'est de briser l'isolement des personnes malvoyantes, non-voyantes. Et la 60e finale des Jeux du Québec se met en branle demain à Blainville. On accueille 19 disciplines sportives. En entrevue, je reçois un passionné d'escalade de glace, Charles Kinsavitch. C'est la pratique d'escalader des cascades d'eau gelées durant l'hiver. Je m'entretiens également avec le comédien et chanteur Éric Paulus à propos du spectacle Serge Lama d'Aventure en aventure. C'est au Québec que Serge Lama a connu les premiers succès de sa carrière. Enfin, Sophie Tessier nous propose un mois de mars tout en musique au cabaret-spectacle La Petite Église. Ces deux frères que nous recevons, ils viennent vraiment nous présenter leur univers. Bienvenue à Accès local. Jeudi 26 février 2026, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir. Mardi soir, l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides a célébré ses 50 années de service. TVBL était sur place. Oui, Claude, donc l'ARL PHL qui offre plusieurs activités sportives accessibles, un centre d'activités de jour et des formations. C'était l'occasion pour les membres de revenir sur les dernières années et de souligner l'évolution de l'organisme, des difficultés rencontrées et des réussites. Une de ces réussites, c'est l'implantation d'une centrale d'équipement circonflexe dans les bureaux de l'organisme l'année dernière à Saint-Jérôme. Alors, dans les derniers mois, il y a eu plusieurs inaugurations de ces stations un peu partout dans la province. Il y en avait une encore dans la capitale régionale mardi dernier. C'est pour rendre accessible gratuitement de l'équipement sportif aux citoyens. La particularité de la centrale à l'ARL PHL, c'est qu'elle permet d'emprunter du matériel adapté pour les personnes en situation de handicap. C'était une grande fierté pour Marie-Ève Lépine, directrice générale de l'organisme. On peut l'écouter. On parle de luges qui vont permettre d'aller faire du ski de fond, d'aller faire du patin, d'aller faire de la randonnée. Ces équipements-là, avant, c'était pratiquement impossible de les avoir. Puis ce projet-là, c'était une première au Québec à la base quand on a commencé. Et comment l'organisme s'adapte aux enjeux de financement? Oui, parce que c'est le défi principal de l'organisme. C'est avec l'aide des partenaires que l'ARL PHL s'en sort en essayant de rendre les services des autres organisations plus accessibles parce qu'une personne sur 5 vit avec un handicap. C'est ce que rappelle Mme Lépine. On l'écoute à nous. Fait que c'est arrêter de dire, on va faire notre petite affaire, on va rester les personnes, les organismes de personnes handicapées, faire des activités de personnes handicapées ensemble. Au lieu de ça, on va travailler avec les organismes locaux, avec les municipalités, avec les parcs régionaux pour dire, comment on peut intégrer ces personnes-là dans ce que vous faites déjà. Comme ça, ça arrête de reposer sur les épaules des petites organisations communautaires, puis ça devient que les organisations régulières, entre guillemets, ils vont desservir la totalité de la clientèle. On va parler maintenant d'un autre organisme qui s'appelle l'INCA, qui est en tournée provinciale, qui passait par Sainte-Thérèse. Oui, l'INCA qui défend les droits des personnes ayant des limitations visuelles depuis plus de 100 ans, depuis 1918. Donc, l'organisme a un hub mobile qui se déplace en tournée à travers les régions pour rejoindre le plus de personnes possible. On écoute à ce propos Najla Nouri, qui est gestionnaire de programme et du hub mobile. C'est un objectif, un grand objectif de notre Hub mobile, c'est de briser l'isolement des personnes malvoyantes, non-voyantes et de leurs proches aussi, de leur offrir des services, qu'ils puissent rencontrer de nouvelles personnes aussi qui leur ressemblent. Et hier, l'INCA était de passage à Sainte-Thérèse. Exactement, c'est l'occasion de présenter les services de l'organisme et de faire connaître certains outils technologiques qui peuvent faciliter la vie des personnes ayant un handicap visuel. Des télévisionneuses, par exemple, qui permettent de mieux lire un document en changeant les contrastes ou la grosseur des lettres. Il y a aussi des téléphones intelligents adaptés ou des accessoires pour faciliter les tâches quotidiennes, comme des montres parlantes, par exemple, ou tout plein de gadgets adaptés à la réalité des personnes qui vivent avec un handicap visuel. Madame Nouri se considère chanceuse d'avoir accès à tous ces produits, mais aimerait que la technologie se développe plus rapidement. Pas assez vite à mon goût, ouais. Par exemple, des lunettes d'intelligence artificielle, souvent sont très gros, ça nous coupe le champ de vision qu'on a.
7,4 % de la population est atteinte d'une limitation visuelle. Donc, pour toute la population des Laurentides, ça représenterait plus de 50 000 personnes touchées. Selon Mme Nourry, il reste des croyances à démystifier. On l'écoute une dernière fois. Premièrement, quelqu'un qui a une canne blanche, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne voit pas du tout. Alors, par exemple, moi-même, j'ai une basse vision. Alors, le soir, je ne vois pas, mais le jour, je vois quand même un petit peu. Donc, ne pas mettre la canne blanche en comparaison à la cécité totale. Puis j'aimerais aussi que les gens sachent que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on ne peut rien faire dans la société. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question des Jeux du Québec, ça commence demain. À plus tard, Claude. Le marché public de Saint-Eustache recrute actuellement les exposantes et exposants en vue de sa prochaine édition, un exercice qui se poursuivra jusqu'au 9 mars. Les productrices et producteurs agricoles ou transformatrices et transformateurs agroalimentaires sont invités à se joindre à la quarantaine d'exposants qui seront présents tous les samedis du 4 juillet au 26 septembre de 9h à 13h30 pour accueillir les quelques 45 000 personnes qui sont de passage chaque année. Le club de ski de fond Les Fondeurs Laurentides, avec le soutien de Loisirs Laurentides, annonce le lancement de sa centrale d'équipement Circonflex dans le cadre du projet provincial Circonflex prêt pour bouger. Cette nouvelle centrale d'équipement, située au centre Notre-Dame de Saint-Jérôme, permettra à la population d'accéder gratuitement à des équipements sportifs et récréatifs comme des ensembles de ski de fond, des raquettes à neige et des skis à roulettes. Connaissez-vous l'escalade de glace? Sûrement pas autant que mon invité, Charles Kinzavage, résident de Saint-Eustache et véritable passionné de la chose, qui cherche toujours une nouvelle paroi à grimper. C'est un plaisir de l'accueillir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous avez participé la fin de semaine dernière au Festiglace de Pont-Rouge. Ça, c'est un événement très important qui réunit les meilleurs glaciéristes au monde, tant chez les professionnels que chez les amateurs dont vous faites partie. C'est la raison pour laquelle on voulait vous parler. Mais d'abord, je vais vous demander de nous expliquer ce que c'est votre sport. C'est la pratique d'escalader des cascades d'eau gelées durant l'hiver. La Pont-Rouge, c'est un peu spécial parce que c'est un mélange d'escalade de roches combiné avec des transferts sur des glaçons. Très unique au monde. Le type de roche qu'on retrouve chez la Pont-Rouge, on le trouve pas ailleurs. C'est soit que tu l'adores ou que tu l'aies. C'est un ou l'autre. Ça s'est bien passé pour vous? Oui, super bien. Super bien. J'étais fier. L'événement, c'est tout le temps excitant. Des bons gens, puis de la bonne challenge. Vous racontez que vous avez découvert ce sport-là en décembre 2022, donc c'est assez récent, et que depuis ce temps-là, vous êtes obsédé par l'escalade de glace. Qu'est-ce que ça implique, ça, cette obsession? Premièrement, je suis père puis mari. Deuxièmement, je suis homme d'affaires. Le restant de mon temps libre, c'est de cascader. Soit sur le rocher l'été ou la glace l'hiver. C'est un événement mental autant que physique. Puis ça te force à te garder en forme à l'année longue. Puis c'est un défi à chaque fois que tu sors. Puis durant l'activité, tu penses juste à ça. Puis c'est ça que j'adore avec ce sport-là. Vous l'avez dit, les parois que vous grimpez sont formées par des cascades de glace qui ont gelé. Est-ce que ça veut dire ça que d'une année à l'autre, quand vous retournez à la même place, la paroi n'a pas la même configuration? De la matin au soir, ça peut changer. Si tu regrimpes la même paroi l'après-midi versus le matin, ça va changer. D'une semaine à l'autre, c'est différent. D'une année, ça peut être sec comme l'autre année, super abondante comme glace. Donc, vous n'avez pas de point de repère. Vous ne pouvez pas vous dire, je l'ai grimpé de telle façon, j'ai juste à le refaire comme ça. Puis, malheureusement, non. Mais ça ajoute au défi. Et vous l'avez dit, il faut être aussi diablement en forme pour faire ce sport-là. À quoi ça ressemble votre entraînement? Ça commence avec la nutrition. Il faut tout le temps bien manger. Il faut offrir assez de récupération. L'escalade de glace, c'est plutôt du chest-bras puis du dos. Beaucoup des cuisses. Oui, parce qu'on utilise des piolets puis des crampons. C'est ça. Fait qu'on va piocher dans le glace. On va prendre notre balance, on monte, on enlève notre piolet puis on le remonte encore. Il y a bien des grimpeurs de roche qui disent que de l'escalade de glace, c'est facile, mais je les invite à venir l'essayer. Ah oui, il y a une compétition. Mais vous faites les deux, vous, donc. Est-ce qu'il y en a un qui est plus difficile que l'autre? Est-ce qu'ils ont raison de dire ça?
L'escalade de glace, dans mon opinion, c'est un peu plus technique. Il faut comprendre la science de la formation de la glace pour rester en sécurité. Mais physiquement, pour les doigts, je trouve que l'escalade de roche est pas mal plus dur. Est-ce que c'est dangereux? C'est sûr que oui. Les règles numéro 1 et 2 en cascade de glace, c'est de ne pas tomber. Fait qu'avec ces règles-là, on peut déduire que oui, c'est dangereux. Vous avez réussi un exploit dernièrement en escaladant une paroi qui s'appelle la Pomme d'Or. Ça, c'est dans le parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Pourquoi est-ce que vous en étiez si fier? Qu'est-ce que ça représente, ça, pour vous? La Pomme d'Or, c'est la Pomme d'Or de la Québec. Je pense que tous les escaladeurs de glace, ils la connaissent. Pas longtemps après avoir découvert ce sport-là, j'avais remarqué cette paroi-là. C'est le plus haut au Québec avec une hauteur totale de 330 mètres de glace dans une cotation assez élevée. Ça a rapidement devenu mon but. Puis après, durant ma 4e saison cette année, j'ai réussi à la grimper. On met quoi? Une journée complète à monter ça? Je l'avais tenté il y a 2 semaines. J'ai fait pas mal une journée complète, puis j'ai pas été capable. On est arrivé en haut un peu trop tard, puis il commençait à faire noir. On a pris la décision de reculer. La journée de la réussite, on est parti pas mal plus tôt, puis on a réussi à faire du bas jusqu'en haut en 6 heures. Après ça, la temps de descendre pour retourner à l'accueil. Donc, cette case-là est cochée. C'est quoi votre prochain défi? J'aime pas trop parler des défis. Je trouve que ça enlève un peu de la magie de les affaires, mais il y en a des plus gros encore ailleurs. Alors, Charles Kinsavitch, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre sport. Merci à toi. Le transporteur Exo annonce des modifications à son centre de relations clients ainsi qu'à plusieurs de ses points de vente et de services qui entreront en vigueur ce dimanche 1er mars. Selon le transporteur, ces modifications permettront d'optimiser l'utilisation des ressources et d'axer l'assistance par les agents vers les demandes plus complexes. De plus, le point de vente et de service de Sainte-Thérèse fermera ses portes. Ces changements s'inscrivent dans le plan d'optimisation présenté par Exo au cours des derniers mois. La semaine du manufacturier, qui se poursuit jusqu'au 27 février, a fait escale dans les Laurentides pour sa 5e édition, alors que Novabus accueillait les jeunes de l'école secondaire Liberté Jeunesse et du CJE de Montagne à son usine de Saint-Eustache. Organisée par Manufacturiers et Exportateurs du Québec, l'initiative vise à exposer les jeunes à la réalité du secteur manufacturier, à ses technologies et aux perspectives de carrière offertes localement. On s'en va du côté du cabaret-spectacle La Petite Église de Saint-Eustache avec Sophie Tessier, qui est directrice du service des arts et de la culture de Saint-Eustache. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Claude. Alors, beaucoup de choses au mois de mars. On commence avec le 2e rendez-vous de la série L'envers du spectacle. Ça va être avec 2 frères. Exactement. Alors, suite à notre premier succès où on a reçu Chantal Lamarre le mois passé, on récidive donc pour une grande entrevue avec Benoît Archambault à l'animation. Et comme tu le disais, donc, c'est 2 frères que nous recevons, Éric et Sonny, qui vont venir nous présenter, en fait, là, non pas leur spectacle, qui s'en viennent présenter donc dans quelques semaines, mais ils viennent vraiment nous présenter leur univers et surtout ce qui se cache derrière la composition de leurs chansons. Donc, des grands succès qu'on connaît depuis tellement longtemps, mais de savoir finalement comment ils en sont arrivés là. Et ce qu'on sait, en tout cas, suite à notre première expérience avec Chantal Lamarre, c'est que même si on se fait une image de ce que peut être cette soirée-là, on sort toujours des sentiers battus. C'est vraiment un rendez-vous qui est unique. Peut-être même qu'ils vont gratter la guitare. Donc, on va vraiment se laisser transporter pendant 1 heure, 1 heure et demie à peu près, donc dans leur univers. Il y a toujours un petit espace de liberté, donc on peut avoir des surprises. Oui. Et le public aussi est invité à prendre part à ces soirées-là. Donc, à poser des questions. Et c'est vraiment ça qui enrichit finalement là, cette belle rencontre. Voilà. Donc, le 13 mars, on plonge dans un univers complètement différent avec un musicien, un chanteur, mais là, surtout compositeur, que moi, je viens de découvrir grâce à toi, Sophie, Sean Ferguson. Oui.
Honnêtement, Claude, c'est une réelle découverte pour nous. Donc, Sean Ferguson, qui est originaire de Caraquette, mais qui a également un rayonnement à l'international. Tu l'as dit, il chante, mais surtout, c'est un virtuose de la guitare. Lorsqu'on l'entend jouer, on a même souvent l'impression d'entendre plus d'un instrument à la fois. Donc, c'est vous dire comment il est talentueux. Donc, c'est vraiment une sonorité qui est riche, qui est même un peu méditatif, je dirais, à un certain niveau. Donc, on se laisse vraiment transporter dans cet univers-là qui est vraiment envoûtant. Je vous dirais même que pour des amoureux de musique instrumentale, c'est un incontournable. Et pour des gens qui sont peut-être moins familiers avec ce type de proposition-là, c'est vraiment une belle entrée en la matière, une belle façon de plonger finalement dans ce type de proposition-là. 26 mars maintenant, on serre les chaises, on se lève, formule debout avec Gab Bouchard. Gab Bouchard, exactement. Donc, Gab Bouchard qui vient nous présenter un spectacle ultra festif. Donc, c'est son 3e album qui est beaucoup plus lumineux. Pour avoir déjà vu ce spectacle-là, je peux vous dire que c'est un spectacle qui est vraiment très nuancé. Donc, on commence sur de grands élans. Il y aura une partie un peu plus intimiste et on termine finalement la soirée de façon assez électrisante. Vous l'avez dit, un spectacle debout, donc c'est quelque chose qu'on ne fait pas toujours, d'enlever carrément tout le mobilier, mais évidemment, pour ce type de proposition-là, ça s'y prête très bien, les gens aiment danser et tout ça. Et il y aura également une première partie, donc une jeune autrice, compositrice, interprète de la relève, Éléonore de Sureau, donc qui navigue dans des univers pop, qui joue également le piano de façon remarquable. Donc, c'est aussi une belle occasion. Et qui chante très bien. Oui, tout à fait. Et c'est donc vraiment toujours des beaux rendez-vous quand on se permet ça, donc d'avoir une première partie. Donc, le public qui connaît bien Gab Bouchard, mais qui ne connaîtrait pas Éléonore, pourront donc la découvrir à ce moment-là. Et on termine le mois de mars en force avec Vince Lemire. Oui, Vince Lemire, vous l'avez dit, ça sera une soirée, comment je dirais, en fait, tellement dynamique. Il y aura au sens figuré comme au sens propre, des feux d'artifice sur la scène pour avoir vu son spectacle. Donc, chaque prestation est un peu comme si c'était sa dernière. Il se donne à toutes les fois. Donc, d'ailleurs, il y a plusieurs succès radio suite à son premier album qui était Gaz au fond. Donc là, il vient nous présenter son 2e album. Je peux vous dire que donc il y aura évidemment ses chansons à lui. Il fait également des reprises qui sont vraiment revisitées à la sauce Vince Lemire. Il y a une complicité incroyable avec ses musiciens. Donc le public qui ne le connaît pas va tomber sous son charme et le public qui le connaît peut s'attendre à du Vince Lemire là, comme on le connaît. Oui, des choses qui sont faites dans le plaisir et ça se sent. Oui. Alors ce qu'on comprend, Sophie, c'est que Mars met toute une diversité de talents, de styles, de genres. Oui, et je pense que c'est ce qui fait la richesse finalement de notre programmation. Donc, on le dit, tu sais, un Sean Ferguson, on va plonger vraiment dans une intimité, dans un côté plus méditatif, comme j'ai dit tantôt. Puis à la fois, la semaine suivante, on plonge dans un univers électrique, déjanté, où on se permet de danser. Donc, il y en a pour tous les goûts. On invite les gens à se procurer des billets sur notre site Internet. Sophie Tessier, merci. Merci. Créé le 10 juillet dernier sur la scène du Centre culturel Desjardins de Joliette, le spectacle Serge Lama d'Aventure en Aventure, écrit par Mélissa Cardona, poursuit une tournée québécoise qui passera par Saint-Eustache le dimanche 8 mars. J'en discute avec le comédien et chanteur Éric Paulus, qui incarne cette icône de la chanson française. Bonsoir, Monsieur Paulus. Bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Il suffit qu'on se documente le moindrement là, sur ce spectacle-là pour comprendre le sérieux, la profondeur de la démarche. On peut quand même se questionner, je suis sûrement pas le premier à vous demander ça, à savoir pourquoi cet hommage à cet artiste immense de la chanson française passe de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est tout simplement que, premièrement, le projet est né de la productrice Diane Hébert et de Mélissa. Mm-hmm. Qui avait les opportunités de faire un spectacle hommage. Honnêtement, au début, ils pensaient le faire sur quelqu'un d'autre. Et là, c'est Mélissa qui a dit « Moi, je connais tout de Serge Lama, je l'adore. Est-ce que ça pourrait être sur Serge Lama? » Et aussi, c'est pas surprenant au final que le spectacle soit né ici parce que c'est au Québec que Serge Lama a connu les plus grands, les premiers succès de sa carrière. Ah oui. C'est vraiment. Puis dans le spectacle, on en parle. Il fait, mais je sais pas pourquoi ça marche si fort au Québec puis ça n'a pas encore décollé en France. Mm-hmm. Le Québec l'a complètement adopté.
Puis il est revenu au Québec moult fois durant sa carrière, jusqu'à créer aussi la comédie musicale Napoléon, avec une distribution très québécoise. Donc, il y a tout le temps eu ce lien d'attachement-là avec le Québec. Mélissa Cardona a retenu une quinzaine de chansons ou d'extraits de chansons pour construire ce spectacle-là. Alors, comment elles sont utilisées, ces chansons-là? Quelle est l'histoire qui nous est racontée? En fait, dès le départ, ce qui est bien, c'est que Serge a écrit pratiquement toutes ses chansons, les textes. C'était tout le temps en lien avec sa vie. Donc, c'est pas comme si on a voulu faire rentrer un triangle dans un carré là, ou l'inverse. Là. Déjà là, Je suis malade, c'était une rupture avec quelqu'un qui était marié comme lui et qui décide de dire je dois m'en aller, je peux pas te choisir, Serge. Donc, mais avec la pièce, on réalise dans quoi ça s'inscrit et toute l'ampleur que ça a. Moi, j'ai découvert le sens de beaucoup de paroles, dont dans la chanson Je suis malade, grâce à sa vie. Puis il y a d'autres chansons. Il y a eu une vie aussi rocambolesque, si on peut dire. Dès le départ, une relation spéciale avec sa mère, avec sa jeune fiancée quand il avait 21 ans, première tournée dans les campagnes de France, et gros accident d'auto. Tout le monde décède dans l'accident, sauf lui, et il va passer plus d'1 an à l'hôpital en réhabilitation. Il va même enregistrer des chansons de l'hôpital. Donc, ça forge un caractère, ça forge une vie, puis ça donne aussi des bonnes chansons, comme dont le dernier baiser. Ben c'est ça, c'est à croire, on s'est embrassé, puis c'était la dernière fois. Fait que ça a une force pour le public incroyable dans le spectacle. Vous êtes la tête d'affiche de ce spectacle-là, tête très joliment perruquée par ailleurs. Quel est votre rapport à l'artiste Serge Lama et à son œuvre? Ben, moi, comme beaucoup de gens de ma génération, au départ, c'est des chansons qui jouaient dans le background en bon français, parce que les parents ou la radio, ça jouait. Tu sais, j'en avais des vagues souvenirs. Et puis, à l'adolescence, c'est vraiment Lara Fabian avec Je suis malade, son interprétation de Je suis malade, qui a comme ramené cette chanson-là et Serge à l'avant-plan pour ma génération. Et puis, quand j'ai décroché ce spectacle-là, j'ai réalisé à quel point je connaissais beaucoup de chansons sans le savoir. Des fois, je savais pas que c'était de lui. Il y a même une chanson qu'on fait dans le spectacle, puis je pense que la plupart des Québécois penseraient que c'est Pierre Lalonde. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, non, ne t'en fais pas. Ben, c'est Serge Lama, oui. Donc, on l'a fait dans le spectacle aussi, puis on se rend compte que, mon Dieu, on connaît énormément de chansons de il y a très certainement un défi vocal là, à chanter les chansons de Serge Lama, mais pour l'acteur, moi, je suis curieux de savoir, comme acteur, comment vous l'avez approché, ce personnage-là? Ben, premièrement, en écoutant les chansons, j'ai réalisé que, très humblement, là, que c'était pas trop loin, mais de mon timbre de voix. Pas que je chantais, nécessairement que je chantais exactement comme lui, mais déjà là, c'était pas trop loin. Donc, puis je voulais pas tomber dans la caricature du tout. Mais ensuite, j'ai écouté beaucoup des entrevues, des émissions qu'il a fait. Puis, on construit lentement. J'ai pris des éléments de comment il parle, son rire qui est particulier. On m'a dirigé vers ça. Regarde comment il rit, c'est intéressant. Je dis, ah oui, c'est vrai. Il y a des entrevues qu'on lui parle de son rire, tellement que c'est particulier. Et on construit tout ça. Puis au final, il y a beaucoup de gens qui sont venus voir le spectacle et qui ont déjà vu Serge Lama en spectacle. Puis ils disent, des fois, je ferme les yeux et c'est pareil. Wow. Ça fait peur. Fait que c'est un beau compliment. Puis en même temps, c'est pas une imitation, c'est une impression. Voilà. C'est comme un peu impressionniste, on met des coups de pinceau, puis je pense que ça fait un tout, puis les gens y croient vraiment. Moi, honnêtement, en 24 ans de métier, j'ai jamais vu une réaction du public aussi unanime. C'est ce que souhaitait Serge Lama d'ailleurs, qui voulait que les gens soient heureux en sortant de la salle. Écoutez, c'est tout le temps qu'on a, mais je précise que le spectacle sera présenté le 8 mars à la salle du Zénith. Il y a plein d'autres lieux, plein d'autres dates. Éric Paulus, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Merci de m'avoir reçu. Merci. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. La 60e finale des Jeux du Québec qui se déroule à Blainville débute officiellement demain. Vous faites le point avec nous, Clara. Oui, ma collègue est allée visiter le quartier général des Jeux du Québec pour voir où en étaient les derniers préparatifs. Alors, on vous présente un peu à quoi s'attendre pour les prochains jours dans notre reportage de ce soir.
La 60e finale des Jeux du Québec à Blainville, c'est un événement multisport d'envergure qu'on accueille 19 disciplines sportives. Ça va se dérouler sur 11 sites de compétition différents pendant les 2 semaines. Ça se déroule vraiment sur 2 blocs de sport différents. Donc, on accueille la moitié des athlètes pour un premier 4 jours et une autre moitié d'athlètes pour les derniers 4 jours, ce qui fait un total de 9 jours de jeux, de compétition et d'ambiance et de frénésie. Donc, à ça se greffe évidemment 2500 bénévoles. On est à 2600 en fait bénévoles confirmés. On a un comité organisateur de 31 personnes employées à temps plein depuis plus d'1 an. Et évidemment, ben c'est plusieurs partenaires. On parle de 75 partenaires, des gens de la communauté des affaires qui se sont mobilisés pour nous. L'ambiance est un peu électrisante. Je vous dirais que ça va très, très rapidement. On est en train d'appeaufiner les derniers détails. Avec toute l'équipe, ça fait au-dessus d'une année là, qu'on travaille vraiment à voir et à préparer l'ensemble des détails et l'ensemble des secteurs également. En ce moment, c'est vraiment toute la logistique sur les sites de compétition qui s'organise pour le montage des sites de compétition. Donc, on est à la livraison du matériel, au montage des différents sites. Il faut savoir que nous, la plupart de nos compétitions sont également dans des écoles secondaires qui ferment pour la relâche à partir de jeudi en fin de journée. Donc, on prend possession de ces écoles-là jeudi en fin de journée, début de soirée, pour pouvoir débuter le montage des compétitions qui débutent officiellement samedi, le 28 février. La finale des Jeux du Québec de Blainville, c'est oui, en partie présentée à Blainville, mais aussi on s'étend dans la MRC et on s'en va aussi hors MRC. Donc, le ski de fond est présenté au Centre Notre-Dame du côté de Saint-Jérôme. On a le patinage de vitesse qui est présenté à la Place Belle de Laval. Sinon, les autres compétitions se concentrent vraiment sur notre territoire de la MRC de Thérèse de Blainville. On a à l'Aréna de Blainville le passage artistique et on a également la ringuette et on a également la finale de hockey masculin qui va se dérouler ici. Donc, le dernier samedi de la finale qui est au fond le 7 mars, en même temps que la finale de ringuette. Fait qu'il va vraiment avoir de l'action ici à l'Aréna de Blainville. Et derrière moi, vous pouvez voir les drapeaux de l'ensemble des délégations. En fait, chaque délégation a ses propres couleurs et en tout et partout, on a toujours un 20 drapeaux sur l'ensemble des sites de compétition. Puis ça démontre un peu le rassemblement de toutes ces régions-là pour former, dans le fond, une belle finale pour les Jeux du Québec. Donc ici, on est au centre Guy Frigon. C'est un centre de soccer intérieur qui sert à l'année pour accueillir différents événements à la ville de Blainville, mais aussi pour le sport-études au niveau du baseball et du soccer. Et pendant la finale des Jeux du Québec, ça va servir pour accueillir les compétitions de judo dans le bloc 1 et de taekwondo dans le bloc 2. Donc, c'est un bel espace qu'on va tout aménager pour accueillir ces athlètes-là. Et c'est situé à même le parc équestre, donc situé juste à côté de la place des Jeux, qui est un lieu, mon Dieu, de rassemblement pour tous les visiteurs, les visiteuses, pour les parents qui viennent encourager leurs enfants sur les sites de compétition. Puis, on présente une programmation très variée avec une foule d'activités. Fait que c'est vraiment un lieu névralgique, le centre Guy Frigon, avec la place des Jeux, bordé également de l'autre côté, à l'opposé, par l'Aréna de Blainville. Donc, vous êtes vraiment situé au cœur là, de notre finale des Jeux du Québec. Venez nous voir, venez encourager les athlètes qui proviennent de 19 régions du Québec, des 4 coins de notre belle province. C'est un événement qu'on travaille depuis longtemps. On veut vraiment que les spectateurs et les spectatrices viennent encourager les athlètes qui sont âgés entre 12 et 17 ans. Donc, pour eux, vivent souvent une première expérience aussi à l'extérieur de la maison. Ils découchent, ils s'en vont dans les écoles avec leur club sportif, avec des amis avec qui ils compétitionnent. Donc, c'est un événement qui est rassembleur, qui est mobilisateur pour notre jeunesse. Puis pour vrai, la plus belle action qu'on peut faire, c'est de venir les encourager du 27 février jusqu'au 7 mars prochain. Voilà, Claude. Donc, je rappelle que 169 athlètes des Laurentides participeront aux Jeux cette année. Demain, c'est la cérémonie d'ouverture. Les artistes Sarah May et Jay Scott se produiront en spectacle. Pour l'occasion, j'y serai et je vous ferai un compte-rendu mardi prochain. Merci, Clara. On se revoit mardi, justement. Au revoir, Claude. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Le Sport Autrement suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation de TVBL sur notre site Web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.